J'espère que vous allez bien, c'est Khadija Faraj. On va aborder aujourd'hui un cours de la série microbiologie, c'est le cours physiologie bactérienne. Donc c'est un cours qui est très simple, il y a pas vraiment des choses à comprendre, mais on va essayer de le comprendre ensemble. Donc si c'est la première fois que vous regardez mes vidéos, n'hésitez pas surtout à s'abonner à la chaîne pour recevoir toutes les vidéos que je poste. Et vous trouverez le lien de mon Instagram et de ma page médicale dans la boîte d'infos. Consultez Instagram et la page médicale pour voir toutes les vidéos que je poste sur ces deux réseaux sociaux. Et c'est parti. Alors il faut savoir que le mot physiologie bactérienne est divisé en trois grandes chapitres. D'accord? Donc on va parler tout d'abord de la nutrition, c'est-à-dire les éléments qui sont importants pour la bactérie, pour se développer dans le milieu. Ça, c'est le côté nutrition. Ensuite, le métabolisme, on va voir quel est le métabolisme des bactéries et comment elles produisent de l'énergie. Et à la fin, on va voir le côté croissance, la courbe de croissance, les différentes phases, etc., etc. Donc, on va commencer par la nutrition bactérienne. Donc, la nutrition, c'est l'analyse des besoins élémentaires énergétiques. Donc, on a besoin d'une nutrition. La bactérie elle-même aussi, elle a besoin des éléments nutritifs, d'accord? Donc, c'est l'analyse des besoins élémentaires, énergétiques et spécifiques. Élémentaires, c'est-à-dire nécessaires. Donc, nécessaires au fonctionnement et à la croissance de la bactérie. C'est logique. Ainsi que des facteurs physico-chimiques susceptibles de les influencer, comme la température, etc. Donc là, la composition chimique de la bactérie. Donc, la bactérie, elle est composée principalement d'eau. Donc, vous voyez, il représente 75 à 90% de son poids total. Et à côté de l'eau, il y a les matières sèches. De ces matières sèches, on trouve le carbone, l'oxygène, l'azote, l'hydrogène, le phosphore, le soufre, d'accord? Donc tout ça, ce sont des compositions chimiques de la bactérie. Et on retrouve avec des concentrations qui sont plus faibles, le potassium, calcium, magnésium, le zinc, cobalt, manganèse. Donc là, donc 0,3% trace. Donc vous voyez ces composants-là que je suis en train d'encadrer avec le curseur, ce sont des composants qui sont présents chez la bactérie avec des concentrations infimes, c'est-à-dire des concentrations très petites. D'accord? Très bien. Maintenant, on va aborder les besoins élémentaires, c'est-à-dire les besoins qui sont obligatoires pour pratiquement toutes les bactéries. D'accord? C'est ça les besoins élémentaires. Alors, les besoins élémentaires sont des besoins qui sont indispensables à le développement de la bactérie dans le milieu. Alors, de ces besoins élémentaires, on retrouve l'eau, c'est logique, l'oxygène, l'hydrogène, le carbone, les ions minéraux, d'accord, comme magnésium, potassium, le chlore et les oligo-éléments. Les oligo-éléments sont les éléments que la bactérie a besoin avec des concentrations qui sont petites. Alors l'H2O, rien à comprendre, donc c'est un besoin qui est majeur. Il est source des ions hydrogène et des ions oxygène. Et bien sûr, l'H2O est un composant majeur de tous les milieux de culture. Un milieu de culture est un milieu qui assure le développement de la bactérie, d'accord, de manière artificielle. Et chaque milieu de culture doit être mené de l'eau. Bien sûr, à fournir en grande quantité le carbone, l'azote, le phosphore et le soufre. Donc, le besoin en carbone, selon le besoin de carbone, on distingue deux types de bactéries. Donc, il y a les bactéries qui sont autotrophes, c'est-à-dire que le carbone qu'elle a besoin provient du CO2 du milieu. D'accord? Provient du CO2 du milieu. C'est-à-dire elle a besoin juste du CO2 du milieu et bien sûr, elle extrait le carbone de ce CO2. Et il existe aussi les bactéries qui sont hétérotrophes, c'est-à-dire que le carbone doit provenir essentiellement d'un composé organique quelconque. C'est-à-dire un composé organique qui se trouve dans le milieu. Ce composé organique, forcément, il contient des molécules C, parce que c'est organique, c'est pas minéral. Et donc, la bactérie
extrait l'atome carbone de ce composé organique. Bien sûr, la bactérie, elle a besoin en plus faible quantité les éléments minéraux. Donc, vous voyez tous les minéraux, Na+, K+, magnésium, chlore, d'accord, tout ce qui est fer, etc. Et bien sûr, les oligo-éléments, c'est-à-dire vraiment en petite quantité, donc indispensable en quantité infime, c'est-à-dire en petite quantité, calcium, magnésium, etc. On va parler des besoins énergétiques. Bien sûr, chaque bactérie est une cellule et la cellule elle a besoin d'énergie pour le fonctionnement de ces différents métabolismes à l'intérieur de cette cellule. Donc, elle a besoin de l'ATP. Bien sûr, il y a des bactéries qui produisent de l'énergie à partir d'une source lumineuse, donc les rayons lumineux, le soleil, d'accord? Donc, soit l'énergie est lumineuse, donc les bactéries sont dites phototrophes, donc absorption lumineuse par pigments spécialisés et production de l'ATP, d'accord? Donc, énergie solaire comme source d'énergie. Donc, elle a besoin d'une énergie solaire pour produire de l'énergie. Et cette bactérie est dite une bactérie phototrophe. Rien à comprendre. Photo, parce qu'elle utilise les rayons lumineux. Soit l'énergie est fournie par les processus d'oxydoréduction, c'est-à-dire les processus de respiration, c'est-à-dire la respiration, c'est-à-dire la décomposition du glucose à l'aide de l'oxygène ou la décomposition du glucose sans présence de l'oxygène, c'est-à-dire la fermentation, donc soit la respiration, soit la fermentation, c'est ça les processus d'oxydoréduction. Donc ça, on les appelle bactéries chimiotrophes. Donc soit la bactérie, elle utilise les rayons, la source solaire comme source d'énergie, c'est phototrophe, soit elle utilise, comme nous, pour la production de l'énergie, on décompose le glucose pour fabriquer de l'énergie. Donc ça, on l'appelle une bactérie qui est chimiotrophe. Alors, j'ai besoin de concentrer avec moi parce qu'il y a des mots qui vont être nombreux dans cette planche. Donc, concentrez-vous avec moi. Quand on dit phototrophe, c'est-à-dire elle a besoin d'une source solaire pour fabriquer de l'énergie. Quand on dit chimiotrophe, c'est-à-dire elle n'a pas besoin d'une source d'énergie, c'est-à-dire elle n'a pas besoin des rayons solaires pour produire de l'énergie, mais elle a besoin d'une matière. Alors cette matière peut être organique comme elle peut être minérale. D'accord? Cette matière peut être organique comme elle peut être minérale. Quand la matière est organique, on appelle cette bactérie chimio-organotrophe. Chimio, c'est-à-dire elle n'a pas besoin de rayons solaires pour produire de l'énergie, elle a besoin d'une matière. Et cette matière, je vous ai dit qu'elle peut être organique comme elle peut être minérale. Quand la matière est organique, comme par exemple glucose, glucose est une matière organique, comme nous. On appelle cette bactérie chimio-organotrophe. C'est bon? Quand la matière est minérale, donc pas forcément la matière sera organique. Quand la matière sera minérale, on appelle cette bactérie minérale, c'est-à-dire elle ne contient pas du carbone, généralement. On appelle cette bactérie chimio-lithotrophe. Litho déjà, litho c'est-à-dire minéral. D'accord? Donc on appelle cette bactérie chimio-lithotrophe. C'est bon pour ces deux mots. Maintenant, quand la bactérie utilise les rayons solaires, elle peut utiliser soit quand même une matière organique, soit une matière minérale, d'accord? Elle utilise certes les rayons solaires pour produire de l'énergie, mais sur une matière, d'accord? Quand la matière sera minérale, on appelle ça photolithotrophe. Quand la matière est organique, on appelle ça photo-organotrophe. D'accord? C'est clair maintenant. Parce que généralement, les étudiants ne comprennent pas ces mots, lithotrophe, photo, chimio. Donc maintenant, je pense que c'est clair. Maintenant, il y a certaines substances spécifiques
Donc, acides aminés, bases puriques, pyrimédiques et les vitamines. Là, généralement, les acides aminés, les bases puriques, pyrimédiques et les vitamines, ce sont des besoins pour la croissance. Donc, on peut les appeler les facteurs de croissance. Et ces facteurs sont demandés en petite quantité. Donc, caractère commun, actif à concentration infime. Donc, la bactérie n'a pas besoin d'une quantité très grande de ces substances et étroitement spécifiques, c'est-à-dire pas toutes les bactéries ont besoin de ces substances. D'accord? Donc, ce sont des substances spécifiques. Ce n'est pas des substances élémentaires que toutes les bactéries ont besoin. D'accord? Très bien. Alors, deux autres notions essentielles. On appelle les bactéries auxotrophes. Ce sont des bactéries qui sont exigeantes, c'est-à-dire qu'il existe plusieurs choses dans le milieu de culture pour se développer. D'accord? Et on a des bactéries qui sont prototrophes, c'est-à-dire pratiquement, ils ont besoin que des éléments élémentaires, ils n'exigent rien d'autre pour se développer. Donc, ils sont appelés non exigeantes. Donc, Escherichia coli n'exige aucun facteur de croissance. Ça ne veut pas dire qu'elle n'exige pas les facteurs élémentaires. Les facteurs élémentaires, c'est-à-dire l'H2O, etc., ils sont indispensables chez toutes les bactéries. Mais il existe un facteur de croissance comme les vitamines, les acides aminés, que cette bactérie n'exige pas. D'accord? Elle se multiplie sur milieu minimum. Vous voyez, sur milieu minimum. C'est-à-dire, elle n'exige pas le tout. Elle a besoin quand même de minimum, mais elle n'exige pas les facteurs de croissance. Par contre, Haemophilus influenzae, donc c'est une bactérie auxotrophe, donc exige le facteur 5 et 10. Là, c'est hyper tombable en PCM. Donc, rappelez-vous que cette bactérie, elle a besoin du facteur 5 et le facteur 10. Bien sûr, je vous ai dit que dans le cadre de la nutrition toujours, on a parlé des éléments nutritifs. Maintenant, on va parler des facteurs qui vont influencer la croissance. D'accord? Donc là, on a les facteurs physiques, comme la température. C'est logique, la température joue un rôle important dans la croissance. Il y a des bactéries qui n'aiment pas les températures élevées, il y a des bactéries qui aiment les températures élevées. Donc ça dépend. Le pH du milieu, c'est logique. La pression osmotique, c'est-à-dire la pression des molécules qui se trouvent dans le milieu, et la pression partielle en oxygène. La température optimale, donc les bactéries sont divisées selon la température qu'ils aiment, ou la température où leur croissance sera le maximum. Donc on distingue les bactéries mésophiles, c'est-à-dire la température elle est moyenne de 20 à 40. Les bactéries qui sont thermophiles, là ils aiment les températures qui sont très élevées, 45-65. Les bactéries qui sont psychrophiles, donc de 0 à 10, donc ce sont des températures qui sont froides. Et les bactéries cryophiles qui aiment les températures très froides, donc inférieures à 0 degré. D'accord? Donc ça c'est à apprendre, donc les différentes classes des bactéries selon leur température optimale, c'est-à-dire la température où leur croissance sera le maximum. Maintenant le pH, donc pH neutre ou légèrement alcalin. Donc il y a des bactéries qui aiment, il y a des bactéries qui aiment le pH neutre ou légèrement alcalin, d'accord? Lactobacillus acidophilus cultive mieux à pH 6, donc pH acide, acidophile. Le choléra, donc Vibrion, se multiplie au pH optimal de 9. Donc c'est un pH qui est alcalin. Donc vous voyez, le pH optimal diffère selon la bactérie. Donc la pression osmotique, les bactéries tolèrent des variations de concentration ionique. Osmotique, c'est-à-dire les concentrations des ions qui se trouvent dans le milieu. D'accord? Certaines bactéries tolèrent des concentrations salines importantes et certaines d'autres ne tolèrent pas ces variations de pression osmotique. Maintenant, pour la pression partielle d'oxygène, il y a des bactéries qui se développent seulement strictement dans un milieu qui contient l'oxygène. C'est-à-dire si on les met sur des milieux qui ne contiennent pas de l'oxygène, ils n'ont pas de moyens pour fabriquer de l'énergie, donc ils meurent. D'accord? Donc, on appelle ça les bactéries, oui, curseur. Alors, on appelle ça les bactéries aérobies strictes. D'accord? Ce nom-là sur les guenoses. Il y a des bactéries qui sont micro-aérophiles, désolé. C'est-à-dire que ce sont des bactéries qui ont besoin d'une concentration très petite d'oxygène pour se développer.
d'accord? Campylobacter jejuni. On a les bactéries aérobies, anaérobies facultatives, c'est-à-dire soit on les met dans un milieu aérobie, soit on les met dans un milieu anaérobie, ils se multiplient. Là, ces bactéries, généralement, ils ont les deux manières de fabriquer de l'énergie. Donc, ils ont un moyen de fermentation et ils ont un moyen de respiration. C'est-à-dire, soit on les met dans les deux moyens, ils fabriquent de l'énergie et ils se multiplient le plus normalement possible, comme les entérobactéries. On a les bactéries qui sont anaérobies strictes, c'est-à-dire, si on les met dans un milieu qui contient l'oxygène, ils meurent. Ils ont besoin d'un milieu qui ne contient pas de l'oxygène, comme les bactéroïdes fragilis. Donc, on les appelle les anaérobies. Donc là, vous voyez les différents tubes. Là, c'est de l'oxygène. Là, c'est un milieu qui ne contient pas de l'oxygène. Comme vous voyez, comme si c'était un liquide. Donc, les bactéries aérobies strictes, vous voyez qu'ils vont se cultiver dans le haut du tube parce qu'ils ont besoin strictement de l'oxygène qui se trouve ici. Les aérobies facultatives, on va les retrouver ici. Ils ont besoin d'une concentration très petite d'oxygène, donc ils se cultivent ici. Les bactéries aérobies, anaérobies facultatives, donc qui se multiplient sur tout le long du tube. Donc il y a qui cultivent ont besoin d'oxygène, mais le reste peuvent cultiver en absence d'oxygène. Donc là, c'est facultatif. Il existe aussi les bactéries anaérobies strictes, c'est-à-dire ils n'aiment pas de l'oxygène, c'est-à-dire ils ne vont pas cultiver dans cette partie-là, parce que ça contient l'oxygène ici. Donc là, ce sont des bactéries anaérobies strictes. Maintenant, on attaque les milieux de culture. Donc connaissant l'ensemble des besoins nutritifs de la bactérie, nous pouvons introduire la notion de culture bactérienne. Alors, définition, qu'est-ce que c'est qu'un milieu de culture? Un milieu de culture, c'est tout simplement un milieu qui doit apporter à la bactérie un mélange équilibré de tous les nutriments nécessaires à des concentrations qui permettent une croissance optimale. C'est ça un milieu de culture. D'accord? Parce que chaque bactérie, elle a des besoins spécifiques pour elle. Donc, le milieu de culture ne doit ni trop faible en nutriments, donc le milieu va appauvrir vite et la bactérie va cultiver mal, ni trop fort, les nutriments deviennent toxiques pour la bactérie et elle cultive mal dans tous les cas. Donc, la concentration des nutriments doit être adaptée. Donc, le milieu de culture peut être liquide, comme il peut être solidifié par l'addition d'agar, donc il devient comme si gélosé. La consistance, il y a les milieux qui sont liquides, bouillants, c'est-à-dire quelque chose qui est liquide. Ou bien milieu solide ou gélosé, gélose, d'accord? Ou bien des milieux qui sont semi-liquides ou faiblement gélosés, c'est-à-dire ils ont au milieu. Ils sont ni solides gélosés, ni liquides, donc entre les deux. Ben, il existe des milieux de culture. Voici un milieu de culture. C'est ça le milieu de culture. D'accord? On les met les nutriments ici, la gélose, etc. Et c'est ça le milieu de culture, tout simplement. Donc là, il y a les milieux usuels ou de base, c'est-à-dire des milieux de culture ordinaires qui contiennent les besoins élémentaires. D'accord? Comme gélose nutritive, bouillon nutritif. Il y a des milieux qui sont enrichis, c'est-à-dire enrichis par des nutriments en plus. Gélose au sang, etc. Il y a les milieux qui sont sélectifs, c'est-à-dire qui permettent le développement de certaines bactéries. C'est ça le mot sélectif. D'accord? Il y a les milieux de transport pour transporter, il y a les milieux de conservation et il y a les milieux d'identification. D'accord? Ça, les différents types de milieux, peu importe. Maintenant, on attaque le métabolisme. Le métabolisme, tout simplement, on va le passer très rapidement parce que ce n'est pas vraiment important. Donc, c'est les transformations chimiques, c'est les réactions de synthèse et de dégradation qui assurent l'élaboration des constituants bactériennes et leur fonctionnement. C'est-à-dire comment la bactérie va fournir de l'énergie et comment cette énergie est utilisée pour fabriquer des choses ou pour dégrader des choses. C'est ça là. Donc, on dégrade des choses pour fabriquer de l'énergie et cette énergie va nous aider à fabriquer des choses. C'est ça le métabolisme. Donc, permet de définir des caractères d'identification biochimique qui représentent des critères essentiels de la classification. Là, vous voyez que
Le catabolisme, c'est-à-dire on va cataboliser quelque chose. On va donner un exemple, glucose. On va cataboliser le glucose. Et ce glucose va nous donner de l'énergie. Et cette énergie sert à soit stocker l'énergie, soit à construire quelque chose. Donc les réactions d'anabolisme ou de biosynthèse, de construire quelque chose pour le fonctionnement. Donc vous voyez, tout se déroule sur l'énergie. Donc l'énergie, c'est la pierre angulaire de la multiplication des bactéries. S'il y a une énergie, la bactérie va bien vivre. S'il n'y a pas de l'énergie, la bactérie va mourir. Tout se passe avec de l'énergie. D'accord? Donc, prenons par exemple une bactérie chimio-organotrophe. Ben, chimio-organotrophe veut dire quoi? Ben, si vous avez répondu juste, je vous félicite, vous avez compris. Chimio, c'est-à-dire elle a besoin d'une matière pour fabriquer de l'énergie. Organotrophe, cette matière est organique, comme le glucose. Donc, c'est une bactérie qui peut utiliser le glucose pour fabriquer de l'ATP. D'accord? On ne va pas bien sûr rentrer dans le détail. Donc, je vous ai donné un exemple, glucose. Donc, ils vous disent là, le composé organique peut être un hydrate de carbone, surtout le glucose, peut-être acide aminé, peut-être un acide gras. Donc, pas forcément le glucose. Mais dans la majorité des cas, c'est le glucose, d'accord? Comme nous. Donc, on utilise majoritairement le glucose. Quand il n'y a pas de glucose, on peut passer vers d'autres choses pour fabriquer de l'énergie. C'est la même chose pour les bactéries. Utilisent la dégradation de ce glucose et la dégradation de ce glucose va nous donner de l'énergie. Bien sûr, cette dégradation de cette substance organique, donnons par exemple toujours le glucose, peut se dérouler en milieu anaérobie, c'est-à-dire qu'il ne contient pas de l'oxygène, et on appelle ce processus la fermentation, comme elle peut se dérouler dans un milieu qui contient de l'oxygène, et on appelle ça la respiration. D'accord? Et on a déjà dit dans le premier cours que la respiration se déroule dans la membrane cytoplasmique généralement. Et bien sûr, la respiration, une information en plus, je sais que vous savez cette information, mais peut-être vous avez oublié cette information. La respiration produit plus d'énergie que la fermentation. La respiration, elle produit vraiment plus d'énergie que la fermentation. La fermentation ne produit pas vraiment d'énergie. C'est pour ça que les bactéries, généralement, qui aiment l'oxygène, elles préfèrent le milieu aérobie pour fabriquer de l'énergie. Nous, par exemple, on peut faire la fermentation. Nos cellules peuvent faire la fermentation quand il n'y a pas assez d'oxygène. Donc, nos cellules, quand il y a par exemple un effort intense où l'oxygène n'est pas suffisant pour fabriquer de l'énergie nécessaire à cet effort, nos cellules peuvent passer au mode anaérobie. D'accord? Très bien. Donc, bien sûr, on ne va pas rentrer dans les détails, ce n'est pas du tout important. Mais vous savez que le glucose se transforme en pyruvate. Pyruvate peut adopter deux chemins, soit la fermentation, soit la respiration. Le cycle de Krebs, d'accord? La chaîne respiratoire, tout ça, c'est le mode aérobie. D'accord? Très bien. Maintenant, on attaque le troisième élément, le dernier élément dans notre cours, c'est la croissance bactérienne. D'accord? On a parlé de la nutrition, on a parlé du métabolisme et on va attaquer maintenant la croissance. Comme vous voyez, c'est un cours très facile. Alors, définition dédoublement à intervalles réguliers de la masse bactérienne et du nombre de cellules d'une culture bactérienne. C'est ça la croissance. C'est le dédoublement du nombre des bactéries, d'accord? Très bien. Donc, une bactérie donne naissance par scissiparité, c'est très important, par scissiparité. C'est pas par division. Je vous ai dit que les prokaryotes ne se divisent pas comme les cellules prokaryotes, donc la division ordinaire, etc. Ils donnent par scissiparité, c'est-à-dire que seulement la cellule va augmenter un peu de taille. Et par scissiparité, elle va donner, bien sûr par multiplication du génome, elle va donner deux cellules qui sont identiques. D'accord? Donc, elle va donner deux nouvelles bactéries identiques. Alors, bien sûr, on distingue deux notions très importantes. On a le temps de génération. C'est le temps requis
pour un dédoublement. Donc, c'est le temps requis pour le dédoublement de cette masse bactérienne. Donc, vous voyez, Escherichia coli, le temps de dédoublement est de 20 minutes. C'est vraiment court. Tandis que Mycobacterium tuberculosis, quand vous savez, je ne sais pas est-ce que vous savez ou non, donc Mycobacterium tuberculosis, la culture est vraiment lente. Quand on met le Mycobacterium tuberculosis dans le milieu de culture, il nécessite à peu près 3 à 4 semaines. Donc, vous voyez, c'est énorme. Donc, 3 semaines, c'est à peu près 20 jours, 21 jours, pour que des colonies apparaissent. Pourquoi? Parce que le temps de dédoublement ou de génération est vraiment lent, 20 heures, pour doubler de masse ou de nombre. D'accord? Donc, le dédoublement, on peut le définir soit le dédoublement de la masse, le poids, soit le dédoublement du nombre. C'est la même chose. D'accord? La deuxième notion, c'est le taux de croissance. C'est le nombre de divisions par unité de temps. D'accord? Par unité de temps, quel est le nombre de divisions? Exemple 3 pour Escherichia coli. Donc, voici la cinétique bactérienne. C'est une courbe très importante qu'on va diviser en plusieurs phases. Donc, si on met un milieu de culture, vous voyez, non renouvelé. C'est-à-dire, on met un milieu de culture, on met les nutriments et on ne renouvelle pas ces nutriments. C'est-à-dire, si la bactérie est en épuisement des nutriments, on ne renouvelle pas ces nutriments. Et on va tracer cette courbe en fonction du temps de développement de la masse des bactéries. Donc, quand vous voyez là, A, c'est la phase de latence, rien ne se passe. Quand on met la bactérie dans le milieu de culture, A, c'est la phase de latence. B, c'est la phase d'accélération. Donc, déjà commence l'accélération, c'est-à-dire déjà commence la croissance de la bactérie. C'est-à-dire déjà elle commence à utiliser les nutriments dans le milieu. C'est la phase de croissance exponentielle, le taux de croissance atteint sa valeur optimale. Là, c'est ça, c'est. Donc, la bactérie, la croissance, elle est très rapide et elle atteint son maximum. D, c'est la phase de ralentissement. D, c'est la phase de ralentissement, c'est ça cette phase. Donc, elle commence à se ralentir un petit peu. De ce point à ce point, elle commence à ralentir sa croissance. Ensuite, E, c'est la phase stationnaire, la masse bactérienne, elle est maximale. Regardez, donc là, la masse de la bactérie, elle est maximale. Donc, elle ne change pas, donc elle est maximale. Ensuite, F, phase de déclin, la masse bactérienne décroît de fait de la liste accélérée des bactéries. Donc, comme vous savez, la liste des bactéries, même s'il y a des nouvelles bactéries, le milieu de culture s'épuise en nutriments. Donc, les nutriments, vous savez qu'ils ne sont pas renouvelés. Donc, les nutriments s'épuisent dans les milieux. Et donc, les bactéries, même s'ils ont multiplié de nombre, ils vont tous mourir. Donc, là, c'est la phase de déclin. Donc, la masse bactérienne, elle commence à diminuer. Maintenant, un mot sur l'application de la physiologie bactérienne. Donc, c'est pour le diagnostic bactériologique. C'est-à-dire qu'on peut, à partir de prélèvements, donc SCR, sang, etc., de détecter la présence de certaines bactéries. Donc, c'est pour le diagnostic bactériologique. Maintenant, un mot sur l'antibiogramme. Parce qu'on va l'aborder dans les prochains cours. Tout simplement, l'antibiogramme, on met notre boîte de Petri avec notre culture bactérienne et on met des disques comme cela. Et ces disques contiennent des antibiotiques. Et vous savez, ces antibiotiques vont arrêter la multiplication de ces bactéries. D'accord? Vont arrêter la multiplication de ces bactéries. Et donc, un halo clair qui ne contient pas des bactéries va se développer autour des bactéries. D'accord? Quand il y a ces antibiotiques, quand l'halo clair ne se développe pas autour de la bactérie, ça veut dire que l'antibiotique qui est mis dans le disque n'est pas efficace contre les bactéries qu'on étudie. C'est ça l'antibiogramme. C'est pour généralement détecter
les résistances de certaines bactéries à certains antibiotiques. Si on met le disque et l'halo clair ne se développe pas, l'halo clair c'est un halo où il n'y a pas de bactéries, où la croissance elle est inhibée. Donc ça veut dire que l'antibiotique qui est mis là ne fonctionne pas. D'accord? Ne fonctionne pas. Très bien. Alors voici la multiplication des bactéries. Voici les disques qui contiennent les antibiotiques. Et voici les bactéries qui sont inhibées. Là, il n'y a pratiquement pas de bactéries. Leur multiplication est inhibée. D'accord? C'est pour détecter les résistances aux antibiotiques. Très bien. Vous voyez là ces deux disques qui contiennent les antibiotiques. Là, rien ne se passe. C'est-à-dire ces deux antibiotiques ne sont pas efficaces sur la bactérie concernée. Alors, c'est le tout pour notre cours. J'espère que c'était bénéfique pour vous. Et partagez la vidéo avec d'autres étudiants. Mettez un petit like. Et bien sûr, à la prochaine.